Tout d'abord, Davon Jamari Mochwan, l'homme accusé d'être un tueur d'enfants, a récemment fait l'objet d'une attaque choquante de la part d'un autre détenu dans la cour supérieure du comté de Merced. Le 9 novembre 2022, à Merced, en Californie, un événement horrible s'est déroulé qui a ébranlé la communauté jusqu'au plus profond d'elle-même. Mochwan, ainsi qu'un jeune homme de 17 ans, auraient été impliqués dans une fusillade qui a entraîné la mort d'un bébé de 9 mois. C'est par un après-midi funeste que Monica Ayala, la mère du bébé innocent, est sortie se promener avec son enfant dans une poussette. Elle était loin de se douter que cette sortie paisible allait se transformer en cauchemar. Alors qu'Ayala et son bébé marchaient, une Chevrolet Trailblazer Bordeaux s'est arrêtée près d'eux. Mochwan, animé par un désir de vengeance, s'est penché par la fenêtre de la voiture et a tiré 3 coups de feu avec une arme de poing de 9 mm. La cible visée par Mochwan était un homme adulte qui avait prétendument volé l'un de ses amis. Malheureusement, c'est un bébé innocent, Darius King Grigsby, qui a fait les frais de l'action de Mochwan. Le bébé Darius a été touché par au moins une balle et a succombé à ses blessures sur place. La vue d'une vie écourtée et l'angoisse d'une mère en deuil ont provoqué une onde de choc dans la communauté. Le service de police de Merced est rapidement intervenu sur les lieux, un officier étant le premier à arriver. L'agent a trouvé le bébé Darius, allongé sur le dos à l'intérieur d'un McDonald's voisin, saignant abondamment d'une plaie sur le côté et luttant pour respirer. Malgré les tentatives de l'agent pour lui administrer un massage cardiaque, la jeune vie n'a pas pu être sauvée. Le bébé Darius est décédé tragiquement peu avant 13 heures. L'enquête sur ce crime déchirant a commencé immédiatement, les détectives ne négligeant aucune piste. Les vidéos de surveillance des commerces voisins et les enregistrements téléphoniques ont joué un rôle crucial dans l'identification de l'implication de Mochwan. Alors que les preuves s'accumulèrent contre lui, Mochwan a d'abord nié tout lien avec la fusillade. Cependant, face à des preuves accablantes, il a fini par avouer qu'il était présent lors de l'incident. Au fil de l'enquête, l'état émotionnel et les aveux de Davon Jamari Mochwan sont apparus au grand jour, donnant un aperçu troublant de l'état d'esprit de l'accusé. Au cours des interrogatoires avec les inspecteurs de Merced, Mochwan a d'abord clamé son innocence, niant toute implication dans la fusillade qui a coûté la vie au bébé Darius King Grigsby. Cependant, lorsque les inspecteurs lui ont présenté les preuves qui s'accumulèrent contre lui, la détermination de Mochwan a commencé à s'effriter. Accablé par la culpabilité et le poids de ses actes, il a avoué en larmes avoir été présent lors de la fusillade. Dans un moment de vulnérabilité, Mochwan a exprimé ses remords en prononçant les mots « Bru, je ne voulais pas faire ça ». Il est apparu clairement qu'il considérait l'incident tragique comme un terrible accident plutôt que comme un acte intentionnel. Mochwan a révélé aux inspecteurs qu'il se trouvait dans la Chevrolet Trailblazer Bordeaux conduite par un ami au moment de la fusillade. Cependant, lorsqu'on lui a demandé d'identifier la troisième personne qui se trouvait dans la voiture, Mochwan a catégoriquement refusé de fournir la moindre information. Ce refus a ajouté une nouvelle couche de mystère à l'affaire, laissant les enquêteurs s'interroger sur l'implication potentielle d'autres personnes. L'inspecteur Stephen Odom, qui a mené l'entretien, a approfondi les motivations de Mochwan. Mochwan a expliqué qu'il cherchait à se venger de l'homme adulte qui aurait volé l'un de ses amis. Il a cependant nié toute motivation liée au gang, bien qu'il ait admis avoir un passé avec les gangs et une certaine animosité persistante envers un gang rival. Tout au long de l'entretien, l'état émotionnel de Mochwan est devenu de plus en plus évident. Au fur et à mesure qu'il prenait conscience des conséquences de ses actes, il s'est mis à pleurer et à montrer des signes visibles de détresse. L'inspecteur Odom a noté dans son rapport que Mochwan était effrayé et accablé par la prise de conscience du mal qu'il avait fait. Le poids de sa culpabilité et l'ampleur de la tragédie qu'il avait causée devenaient trop lourds à porter. Outre ses aveux aux inspecteurs, Mochwan a eu des conversations avec sa mère et sa grand-mère qui ont été enregistrées par la police. Ces conversations ont révélé l'impact émotionnel profond que ces actes ont eu sur sa famille. Sa grand-mère, incrédule, l'a supplié en disant « Bon sang, Davon, s'il te plaît, ne me dis pas que tu as fait ça ». Mochwan, rempli de regrets, a répondu « Je suis désolé, grand-mère ». Sa mère, déchirée entre l'amour qu'elle porte à son fils et la réalité de la situation, exprime son incrédulité, refusant d'accepter qu'il ait intentionnellement causé du tort à un bébé innocent. Elle croyait qu'il était avec les membres de son petit gang, mais ne pouvait imaginer qu'il était responsable d'une perte de vie aussi tragique. Suite à ses aveux et à la collecte de preuves substantielles, Davon Jamari Mochwan a été arrêté en relation avec la fusillade qui a coûté la vie à Darius King Grigsby, un enfant de 9 mois. Mochwan, âgé de 18 ans au moment des faits, devait répondre de plusieurs chefs d'accusation graves. Il a été inculpé d'un chef d'accusation pour meurtre, reflétant la perte tragique de la vie du bébé Darius. En outre, il devait répondre de 2 chefs d'accusation pour tentative de meurtre, soulignant les dommages potentiels infligés à d'autres personnes au cours de la fusillade. Les charges ont été aggravées par des accusations de gang, suggérant une affiliation potentielle à un gang et l'influence d'activités liées au gang. L'arrestation de Mochwan n'est pas un événement isolé. Un jeune homme de 17 ans,
soupçonné d'être le conducteur de la Chevrolet Trailblazer Bordeaux lors de la fusillade, a également été appréhendé dans le cadre de ce crime. L'implication d'un mineur dans un acte aussi odieux a ajouté une nouvelle couche de complexité à une affaire déjà choquante. Au fur et à mesure que la procédure judiciaire se déroulait, la communauté attendait avec impatience que justice soit rendue au bébé Darius et à sa famille en deuil. Les charges retenues contre Mochwan ont un poids important, reflétant la gravité du crime commis. Le tribunal sera chargé de déterminer les conséquences appropriées de ces actes, en tenant compte de la perte d'une vie innocente et de la douleur infligée à la famille de la victime. Néanmoins, dans une tournure choquante des événements, Devon Jamari Mochwan, l'accusé de la fusillade qui a coûté la vie au bébé Darius King Grigsby, a été violemment agressé alors qu'il se trouvait au tribunal supérieur du comté de Merced pour son audience de mise en accusation. L'incident s'est déroulé dans un lieu où la justice était censée être rendue, laissant tout le monde stupéfait. Pendant l'audience de mise en accusation, alors que Mochwan attendait son procès, un autre détenu, identifié comme James C. McRae, a saisi l'occasion pour lancer une agression brutale. Bien que menotté, McRae a réussi à donner un puissant coup de poing à l'arrière de la tête de Mochwan, prenant tout le monde au dépourvu dans la salle d'audience. La réaction rapide des adjoints présents dans la salle d'audience a permis d'éviter que l'attaque ne s'aggrave. Un adjoint est immédiatement intervenu et a rapidement mis McRae au sol. Alors qu'il était au sol, l'adjoint a semblé frapper McRae une fois. D'autres adjoints se sont précipités pour l'aider, assurant ainsi la sécurité de toutes les personnes impliquées. Revenons en arrière. Le motif de l'attaque n'est pas clair, mais vous pouvez le deviner. Les membres de la famille de la victime, qui étaient présents dans la salle d'audience lors de l'agression, ont exprimé leurs sentiments concernant l'incident. Elena Perez, la tante du bébé, a exprimé sa conviction que Mochwan méritait les conséquences de ses actes, en déclarant « Il mérite tout ce qui lui arrive ». Monica Ayala, la mère du bébé, a fait part de son profond désarroi émotionnel, exprimant sa douleur de voir l'accusé au tribunal, quelqu'un qu'elle connaissait et avec qui elle avait passé du temps avant la fusillade. Elle a déclaré « Cela me fait mal de savoir que le garçon avec lequel je me suis amusé m'a profondément blessé. L'agression de Devon Jamari Mochwan dans l'enceinte du tribunal supérieur du comté de Merced a ajouté une nouvelle couche de complexité à une affaire déjà choquante. Au fur et à mesure que la procédure judiciaire se poursuit, le tribunal déterminera les conséquences appropriées de la fusillade et de l'agression de Mochwan. Cet incident rappelle la nécessité d'assurer la sécurité de notre système judiciaire et de veiller à ce que toutes les personnes impliquées soient protégées et traitées équitablement. Clifford Thomas. Ensuite, nous nous pencherons sur l'histoire passionnante de Clifford Thomas, tristement célèbre sous le nom de Kid Killer, qui a dû faire face à des événements choquants lors de sa condamnation dans une salle d'audience de Détroit. Alors que le drame se déroulait au tribunal, le père de la victime, Dwayne Smith, s'est déchaîné et a attaqué Thomas dans un accès de rage. Le chaos qui s'ensuivit laissa la salle d'audience en désordre et attira l'attention de la nation. Tout d'abord, il convient de comprendre les événements tragiques qui ont conduit à cette confrontation dans la salle d'audience. En septembre 2014, la vie de la petite Jamila Smith, âgée de 3 ans, a été interrompue dans des circonstances horribles. La mère de Jamila, Jasmine Gordon, et son petit ami, Clifford Thomas, ont emmené d'urgence la petite fille à l'hôpital, mais il était trop tard. Les autorités ont découvert des ecchymoses sur la tête et la poitrine de Jamila, indiquant une série de mauvais traitements. Le bureau du médecin légiste du comté de Wayne a ensuite conclu à un homicide, provoquant une onde de choc au sein de la communauté. Les détails entourant sa mort prématurée sont tout simplement déchirants. Cette perte dévastatrice a endeuillé la famille, les amis et l'ensemble de la communauté. Clifford Thomas et Jasmine Gordon ont été inculpés d'homicide involontaire, d'homicide volontaire, de meurtre au second degré et de maltraitance d'enfants au second degré. L'enquête sur la mort de Jamila a conduit à l'arrestation et à la condamnation de Jasmine Gordon et de Clifford Thomas. Le tribunal les a déclarés coupables d'homicide involontaire, les tenant pour responsables de la fin tragique de la jeune vie de Jamila. Le poids de leurs actes ne tardera pas à se faire sentir lors de leur condamnation, où les émotions atteindront un point d'ébullition. La mort de Jamila est un rappel obsédant des conséquences dévastatrices de la maltraitance des enfants. La tension et l'impatience régnaient dans la salle d'audience lorsque la procédure de condamnation de Clifford Thomas et de Jasmine Gordon, les responsables de la mort de Jamila, a commencé. C'était l'heure des comptes, celle où le poids de leurs actes allait se heurter aux conséquences de la loi. Dans cette atmosphère solennelle, Dwayne Smith, le père biologique de Jamila, s'apprête à faire une déclaration sur les conséquences de la mort de sa fille. C'est l'occasion pour lui d'exprimer la douleur et la perte profonde qu'il a ressentie à la suite de la mort tragique de sa fille. L'émotion était à son comble lorsque Dwayne Smith s'est présenté devant la cour, prêt à partager son témoignage déchirant. Cependant, la suite des événements a pris tout le monde par surprise. Submergé par le chagrin et la colère, Smith est devenu fou de rage. Dans une tournure d'événements choquante, il a déchaîné sa fureur sur Clifford Thomas, l'homme responsable de lui avoir volé sa précieuse fille.
Les coups de poing de Smith ont atteint Thomas, provoquant le chaos dans la salle d'audience. La scène s'est rapidement transformée en pandémonium, les adjoints du bureau du shérif du comté de Wayne se précipitant pour séparer les deux hommes. Des cris et des hurlements ont résonné dans la salle d'audience, traduisant l'intensité brute du moment. Cette explosion inattendue a laissé tout le monde en état de choc, ne sachant pas comment reprendre le contrôle de la situation. La bagarre dans la salle d'audience n'a pas seulement perturbé la procédure, elle a également mis en évidence la douleur et la colère profonde ressenties par Dwayne Smith. Reprenons cette question une fois de plus. Lorsque le chaos s'est apaisé, la salle d'audience a dû être évacuée et la procédure de détermination de la peine a été reprogrammée. L'avocat John McWilliams, qui se trouvait dans la salle d'audience à ce moment-là, a décrit la scène comme assez effrayante. Il a été le témoin direct du chaos qui s'est installé lorsque Dwayne Smith a déchaîné sa fureur sur Clifford Thomas. L'éruption soudaine de violence a pris tout le monde au dépourvu, laissant un impact durable sur ceux qui en ont été témoins. Jasmine Gordon, la mère de Jamila, s'est levée et s'est approchée de la table de la défense au fur et à mesure que l'incident se déroulait. Elle aussi était sans aucun doute submergée par l'agitation émotionnelle qui régnait dans la salle d'audience. Le poids des conséquences de ses actes et la perte de sa fille étaient palpables. Les adjoints du bureau du shérif du comté de Wayne sont rapidement intervenus, séparant Dwayne Smith et Clifford Thomas pour rétablir l'ordre. Leur réaction rapide a permis d'éviter que la situation ne s'aggrave. Cependant, les échos de la rixe ont continué à se répercuter dans la salle d'audience, laissant derrière eux une atmosphère tendue. Il est surprenant de constater qu'aucune charge n'a été retenue contre les personnes impliquées dans l'altercation. Le juge a refusé de condamner Dwayne Smith pour outrage au tribunal et Clifford Thomas a refusé de porter plainte contre Smith. Cette décision a permis de poursuivre la procédure de détermination de la peine après une brève pause, mais avec une tension et une émotion accrues. Lorsque la Cour a repris ses travaux, un autre membre de la famille s'est avancé pour faire une déclaration sur l'impact de la victime. Ce témoignage émouvant a rappelé la perte profonde subie par les proches de Jamila et l'impact durable de sa mort sur leur vie. Après la bagarre dans la salle d'audience et l'agitation émotionnelle qui s'en est suivie, la procédure de détermination de la peine s'est poursuivie pour Jasmine Gordon, la mère de Jamila. Le tribunal a examiné attentivement la gravité de ses actes et le rôle qu'elle a joué dans la mort tragique de sa fille. Jasmine Gordon a dû faire face au poids de la loi lorsque le juge a prononcé les sanctions pour son implication. Elle a été condamnée à une peine de 7 à 15 ans pour homicide involontaire, reconnaissant ainsi son rôle direct dans la mort prématurée de Jamila. En outre, elle a été condamnée à une peine de 14 à 25 ans pour maltraitance d'enfants au premier degré en tant que complice. Ces peines devaient être purgées simultanément, ce qui signifie que Gordon devait purger les deux peines en même temps. La sévérité des chefs d'accusation reflète la reconnaissance par le tribunal du préjudice infligé à Jamila et de la nécessité de rendre des comptes. Alors que la procédure de détermination de la peine se poursuivait, l'attention s'est portée sur Clifford Thomas, l'homme responsable de la mort de la petite Jamila, âgée de 3 ans. La Cour s'est préparée à prononcer les peines qui reflèteraient la gravité de ses actes et la perte qu'il a causée. Clifford Thomas se tenait devant le juge, attendant son sort. Le tribunal a reconnu la gravité de son implication dans la mort tragique de Jamila et l'impact qu'elle a eu sur sa famille. Le moment était venu pour Clifford Thomas de faire face aux conséquences de ses actes. Le juge a prononcé la sentence et Clifford Thomas a été condamné à une peine d'environ 6 ans à 15 ans pour homicide involontaire. Cette peine reconnaît le rôle qu'il a joué dans la mort de Jamila et la douleur infligée à ses proches. En outre, Clifford Thomas a été condamné à une peine de 1 à 2 ans pour avoir résisté et entravé l'action d'un policier. Queen Bowes. Notre histoire commence en mai 2018 dans le comté de Gibson, dans l'Indiana. Queen Bowes, un homme de 23 ans, semblait être un membre ordinaire de la communauté. Personne ne se doutait des ténèbres qui se cachèrent en lui. C'est par un après-midi ensoleillé que la tragédie a frappé. Le fils de Boss, Parker, âgé de 11 semaines, a été retrouvé sans vie dans son berceau. La nouvelle dévastatrice s'est répandue comme une traînée de poudre, provoquant une onde de choc au sein de cette communauté très unie. Comment une chose aussi horrible a-t-elle pu arriver à un enfant innocent? Au fur et à mesure de l'enquête, la vérité a commencé à émerger. La cause de la mort de Parker a été déterminée comme étant un traumatisme crânien contondant. La douleur et la souffrance inimaginables que ce petit bébé a endurées aux mains de son propre père ont provoqué une onde de choc au sein de la communauté. Les forces de l'ordre n'ont pas perdu de temps pour appréhender Queen Bowes. Il a été arrêté et placé en garde à vue, faisant face à des accusations qui changeront sa vie à jamais. La communauté est restée sous le choc, s'efforçant de comprendre la profondeur de ce crime inqualifiable. L'arrestation a provoqué une onde de choc dans la communauté, laissant les amis, les voisins et les membres de la famille dans l'incrédulité. Comment quelqu'un qui était censé protéger et prendre soin de son enfant a-t-il pu commettre un acte aussi odieux? Lorsque la nouvelle de l'arrestation s'est répandue, la communauté s'est mobilisée pour soutenir le bébé Parker et sa famille en deuil.
Des veillées aux chandelles ont été organisées et la communauté s'est réunie pour pleurer la perte de cette vie innocente. Tout au long de l'enquête, Boès a clamé son innocence, niant toute implication dans la mort de son fils. Cependant, les preuves accumulées contre lui étaient accablantes. La communauté a suivi l'évolution de l'affaire, attendant avec impatience que justice soit rendue au bébé Parker. Les mois passent et la date du procès approche. La salle d'audience bourdonne d'impatience alors que la communauté se rassemble pour assister à la procédure. L'émotion est à son comble, car la vérité sur la mort tragique de Parker va enfin être révélée. Mais alors que le procès était sur le point de commencer, un événement surprenant s'est produit. Un accord a été conclu entre l'accusation et la défense. L'accord a permis d'écarter 2 chefs d'accusation de niveau 1 en échange de la reconnaissance par Queen Boss de sa culpabilité à un chef d'accusation de niveau 2 pour coups et blessures ayant entraîné la mort. Cependant, tout le monde n'a pas trouvé l'accord équitable. Certains se demandaient si la justice était vraiment rendue, tandis que d'autres pensaient que l'accord était le meilleur moyen d'obtenir une condamnation. La communauté était divisée, aux prises avec ses propres émotions et le désir de tourner la page. Le procès ayant été annulé et l'accord de plaidoyer accepté, la communauté s'est trouvée confrontée à la réalité de la situation. Queen Boès ne serait pas condamnée à la peine maximale pour son crime odieux, mais la justice serait quand même rendue. L'audience de détermination de la peine sera le dernier chapitre de cette histoire tragique. Le jour du jugement étant arrivé, la salle d'audience était remplie de tension et de tristesse alors que Queen Boss se tenait devant le juge, attendant son sort. La communauté retient son souffle, espérant une sentence à la hauteur de la gravité de son crime. Après mûre réflexion, le juge a prononcé la sentence qui allait changer à jamais le cours de la vie de Queen Bow. Il a été condamné à 25 ans de prison, dont 20 ans à purger derrière les barreaux et 5 ans de mise à l'épreuve après sa libération. Le poids de la sentence a pesé lourd dans l'air, tandis que la communauté était en proie à des émotions contradictoires. Certains ont estimé que justice avait été rendue, soulagés que Bose passe une grande partie de sa vie à payer pour la douleur qu'il a infligée au bébé Parker. Ils pensaient que la peine prononcée aurait un effet dissuasif sur d'autres personnes qui envisageraient de commettre des actes aussi odieux. Cependant, certains pensent que la peine n'est pas assez sévère par rapport à l'ampleur du crime. Selon eux, une vie a été perdue, et Bose devrait passer le reste de sa vie derrière les barreaux, sans plus jamais connaître la liberté. La condamnation a laissé un goût amer à ces personnes, qui se sont demandé si la justice avait vraiment été rendue. Lorsque la salle d'audience s'est vidée, la communauté a commencé à réfléchir à l'issue de l'affaire. La perte du bébé Parker laissera à jamais un vide dans leur cœur, mais la condamnation a permis de tourner la page. C'est un pas vers la guérison et le progrès, même si la douleur ne se dissipera jamais complètement. Mais le drame ne s'est pas arrêté à la décision du juge. Quelques instants après la condamnation, une scène choquante s'est déroulée dans la salle d'audience. Le propre frère de Queen Boès, l'oncle du bébé, n'a pas pu contenir plus longtemps sa colère et son chagrin. Dans un accès de rage, il s'élança vers Queen, lui assénant un puissant coup de poing au visage. La salle d'audience est plongée dans le chaos lorsque le coup de l'oncle touche la mâchoire de Queen Boss. C'était une démonstration brute et viscérale de la douleur et de l'angoisse que cette famille avait endurée. Cet acte de violence choquant a stupéfié toutes les personnes présentes, et la sécurité s'est empressée d'intervenir pour rétablir l'ordre. L'oncle, Jeremiah Hartley, qui se fait appeler Matt, a été rapidement maîtrisé et escorté hors de la salle d'audience. Il est maintenant accusé de coups et blessures pour ses actes, ce qui ajoute une nouvelle couche de complexité à une situation déjà tragique. L'attaque a rappelé brutalement les émotions brutes qui peuvent surgir face à une perte aussi inimaginable. La nouvelle de l'attaque du tribunal s'est répandue et a déclenché une tempête de débats et de discussions. Certains ont condamné les actions de l'oncle, estimant que la violence n'était pas la solution. D'autres ont compati à sa douleur, comprenant les émotions accablantes qui l'ont poussé à réagir de manière aussi radicale. Au lendemain de l'attentat, la communauté a été confrontée à des émotions contradictoires. Elle a pleuré la perte du bébé Parker, a soutenu sa famille en deuil et s'est interrogée sur les limites de sa propre capacité à pardonner. Ce fut un rappel brutal des répercussions qu'une tragédie de cette ampleur peut avoir sur toute une communauté. Jason Howard. Ensuite, descendons dans l'Ohio. Cependant, pour comprendre les événements choquants qui se sont déroulés dans la salle d'audience, nous devons d'abord nous plonger dans le contexte et les crimes odieux commis par Jason Howard. Jason Howard, un jeune homme de 24 ans, s'est retrouvé au cœur d'une horrible tragédie qui a laissé toute une communauté incrédule. Tout a commencé avec son ex-petite amie, Jamela West, et ses 3 enfants innocents. Jamela, une jeune femme de 27 ans, était une mère aimante qui se souciait beaucoup de sa famille. Ses enfants, une fille de 10 ans et 2 garçons de 3 et 5 ans, étaient pleins de vie et de potentiel. Ils formaient une famille très unie, vivant à Columbus, dans l'Ohio. Cependant, leurs vies ont été tragiquement interrompues en juin lorsqu'ils ont été victimes d'un acte de violence brutal et insensé. Jason Howard, le père du plus jeune enfant, a été accusé de leur meurtre. Les détails du crime font froid dans le dos.
Jason Howard aurait ôté la vie à Jamila West et à ses 3 enfants dans un accès de rage. Le motif exact de ces meurtres n'a pas été élucidé, mais l'impact sur la communauté a été indéniable. La perte de 4 vies innocentes a provoqué une onde de choc à Columbus et au-delà. Au fur et à mesure que l'enquête avançait, de nouveaux détails troublants sont apparus. Il a été révélé que Jason Howard avait des antécédents de violence et des démêlés avec la justice. Avant les meurtres, il avait été impliqué dans un autre incident violent à Warren, dans l'Ohio, quelques jours avant la découverte des corps. Lors de cet incident, il avait été accusé d'avoir tué un homme et d'en avoir abattu 2 autres. Ainsi, même s'il était suspecté du meurtre de Jamila West et de ses enfants lorsqu'il a été attaqué au tribunal, il était détenu pour un autre crime violent. Au fur et à mesure de l'avancement de l'audience préliminaire, la salle d'audience est devenue un lieu de tension et d'émotion. Les familles des victimes, toujours en deuil, étaient assises dans la galerie, cherchant à tourner la page et à obtenir justice. L'accusation a présenté un dossier convaincant, exposant les preuves contre Jason Howard et dressant le portrait d'un homme capable d'une violence inouïe. Puis, dans une tournure d'événements choquante, la salle d'audience a été plongée dans le chaos. Sans crier gare, un homme identifié comme Louis West s'est penché sur la balustrade, séparant les avocats du public pour attaquer l'accusé. Les officiers de justice et les forces de l'ordre présents dans la salle d'audience sont entrés en action, tentant désespérément de reprendre le contrôle de la situation. Le chaos a éclaté alors qu'ils s'efforçaient de maîtriser Jason Howard et d'empêcher qu'il ne subisse d'autres dommages. Heureusement pour Jason Howard, un journaliste présent dans la salle d'audience saisit sa chaîne et l'éloigne. Alors que le chaos s'installe, d'autres agents se précipitent pour aider leurs collègues. Ensemble, ils se sont efforcés de maîtriser les agresseurs et de mettre fin à la pagaille. La scène est poignante. Finalement, après une lutte acharnée, les officiers ont réussi à maîtriser toutes les personnes impliquées dans l'attaque. La salle d'audience commence lentement à retrouver son calme, mais le choc et la tension persistent dans l'air. Mais un autre homme a ensuite sauté par-dessus la balustrade et a agressé Howard après que les officiers de justice eurent éloigné le premier agresseur. Howard, âgé de 24 ans, a tenté d'esquiver les coups de poing et la vidéo le montre assis en silence après que les 2 agresseurs ont été maîtrisés. Le chaos a éclaté, mais les fonctionnaires ont ensuite calmé tout le monde. Jason Howard, examiné par un médecin de la prison, s'est avéré physiquement indemne. Cependant, la charge émotionnelle de l'incident était évidente alors qu'il était assis dans la salle d'audience, sans voix, et peut-être en train de réfléchir à la gravité de ses actes. L'agression de Jason Howard n'a pas été isolée. Il a été révélé que les agresseurs étaient Lewis West, 30 ans, et Sultan Honzu, 29 ans, tous 2 parents des victimes. Lewis West était le frère de Jamila West, tandis que Sultan Honzu était son cousin. Leur lien avec les victimes a ajouté une nouvelle couche de complexité à une situation déjà tragique et chargée d'émotions. La mêlée qui a suivi l'agression de Jason Howard a été chaotique. La mère de Jamila West, Victoria, a décrit le déroulement de l'incident. Elle a affirmé que tout avait commencé après qu'elle eut donné à Jason Howard une tape sur l'arrière de sa tête, geste qui avait apparemment déclenché une réaction violente. Un adjoint est rapidement intervenu, attrapant Victoria et la plaçant au sol pour éviter une nouvelle escalade. Au lendemain de l'attentat, le procès de Jason Howard se poursuit et il est condamné à la prison à vie par la cour. Cependant, Jason maintient qu'il n'a pas tué Jamila. Merci d'avoir regardé. Cliquez sur les vidéos sur votre écran pour un contenu similaire.